Bonjour à tous. Si vous vous étiez trouvé à Athènes, il y a 2 millénaires et quelques siècles, vous auriez pu y croiser Socrate. Cet étrange bonhomme, réputé barbu et assez laid, se promenait dans les rues d'Athènes entouré d'une troupe de disciples. Il interpellait les notables et les experts pour les secouer dans leurs certitudes et remettre en question leurs préjugés. Le moins qu'on puisse dire est que ça lui a pas réussi. Si je vous parle de Socrate, c'est parce qu'on va s'intéresser à des mythes aujourd'hui. Pas de ces belles histoires qui expliquent ou enchantent le monde, mais de ces versions tordues de la réalité, qui séduisent et qui trompent. Et j'en ai croisé un paquet depuis que je m'intéresse au haut potentiel. Certains sont véhiculés par des professionnels, par des experts même, de bonne foi ou par paresse et facilité. Certains font des dégâts considérables aux jeunes qui en sont l'objet. C'est donc affublé d'une barbe incontestable et d'une laideur discutable que je vous propose de m'accompagner à la chasse aux mythes qui parasitent notre sujet. Aujourd'hui, 6 mythes dangereux sur le haut potentiel. Je commence par préciser que je ne pourrai pas tout traiter dans cette vidéo. Les mythes qui concernent le rapport des EHP à leurs émotions seront traités dans au moins 2 vidéos différentes. De même, la question des différences entre les garçons et les filles à haut potentiel feront l'objet d'une vidéo à part. Pour tous les mythes qui concernent l'intelligence en général et ses caractéristiques, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur le sujet. Je vous rappelle que vous trouverez sur mon site internet un article plus détaillé sur le contenu qu'on va aborder ici. Vous y trouverez également des ressources supplémentaires et la possibilité d'obtenir un accompagnement et une aide individualisée pour votre enfant. 4 formulations ex aequo pour notre premier mythe. Numéro 1, le haut potentiel, ça n'existe pas. Numéro 2, tout le monde est haut potentiel. Numéro 3, oh le haut potentiel, c'est un fantasme de parents trop fiers de leur gamin. Ou numéro 4, le haut potentiel, c'est le dernier sujet à la mode. Évidemment, chaque individu a des points forts et des points faibles, mais ceux-ci varient en intensité. Et si chacun est capable de progresser dans ses domaines de prédilection, tout le monde n'y atteindra pas un très haut niveau. Le nier reviendrait à nier également l'existence de déficiences importantes ou de handicaps qui sont tout autant attestés par la science. S'il y a des débats, ils concernent le périmètre du haut potentiel, ce qu'on doit y inclure ou non, mais pas son existence même. Ajoutons que, même s'ils ne sont pas toujours appliqués dans les faits, des textes officiels mentionnent l'existence de la précocité intellectuelle et du haut potentiel depuis au moins 2002. La thèse du fantasme parental qu'on entend ici ou là en salle des professeurs n'est pas plus fondée. Il m'est arrivé de croiser quelques parents qui brandissaient le haut potentiel possible de leur enfant pour excuser des dysfonctionnements d'une autre nature. Mais ces situations sont ultra minoritaires et ne résistent pas longtemps à l'épreuve des faits. Le plus souvent, les parents investis vivent le haut potentiel de leur enfant comme un défi aux multiples épreuves. Et on les trouve beaucoup plus souvent demander humblement de l'aide que brandir leur progéniture comme un triomphe personnel. Et si, après tant de combats et d'épreuves partagées, parents et enfants finissent par sentir un peu de fierté devant le chemin parcouru, c'est pas moi qui le leur reprocherai. L'idée que le haut potentiel est un phénomène médiatique passager est également trompeuse. Ça fait en fait des décennies qu'on trouve des articles et des reportages sur la question parce qu'elle est polémique et parce qu'elle fait vendre. Mais la plupart recyclent toujours les mêmes idées sans faire réellement avancer le débat. Pour les acteurs réellement investis, on pourrait plutôt parler d'un long combat qui tarde à porter ses fruits. D'autres profils particuliers ont d'ailleurs connu un destin semblable avant d'être reconnus par l'éducation nationale et par l'opinion publique comme des sujets dignes d'intérêt et d'une réelle prise en compte. Je pense en particulier aux troubles 10. L'impression ressentie par de nombreux collègues qu'ils sont soumis à un entassement d'injonctions successives est en revanche beaucoup plus compréhensible. Elle correspond à l'augmentation de l'hétérogénéité dans les classes qui, en plus d'accueillir les écarts normaux de niveau d'élèves, accueillent désormais facilement 2 ou 3 profils très particuliers qui auraient il y a peu été pris en charge dans des structures à part. La différenciation pédagogique qui est vendue par l'institution comme une sorte de remède miracle est pour le coup largement un fantasme tant qu'on n'aura pas fourni aux collègues le temps et les formations suffisantes pour la mettre correctement en place. Mythe numéro 2, le haut potentiel, c'est pas compliqué, il suffit de non. Au fil des ans, j'ai rencontré plusieurs professionnels qui semblaient convaincus que tout se passait bien dans leur établissement, où ils accueillaient d'ailleurs des dizaines d'élèves à haut potentiel, et que ceux-ci s'épanouissaient très bien sans que rien de spécial ne soit mis en place pour eux.
Je n'ai rien contre l'optimisme, mais ces discours m'ont toujours paru suspects. Si l'on s'en tient à une définition du haut potentiel par le seul QI, on ne parlera pas de dizaines d'élèves par établissement en fait, mais même parmi les quelques-uns et quelques-unes que l'on retient, on observera déjà de nombreuses différences de profil, entre les filles et les garçons par exemple. Si l'on adopte une définition plus large et plus ouverte, à laquelle je suis favorable, les variétés de profils qu'on rencontrera seront encore plus importantes. On peut donc pas dire que tous les élèves à haut potentiel se ressemblent. L'idée qu'il existerait une solution miracle qui permettrait de régler tous les problèmes des jeunes à haut potentiel est également naïve. On a vu à quel point leurs profils pouvaient être différents, les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés le sont aussi, et je ne parle même pas des troubles associés qui viennent parfois compliquer le tableau. On peut garder à l'esprit un certain nombre d'idées générales qui fonctionnent, mais il n'y a pas un seul type d'aménagement qui permet de tout résoudre, pas même le saut de classe dont on reparlera dans une vidéo à part. A l'inverse, vouloir appliquer à un jeune tous les aménagements possibles n'a pas plus de sens, c'est en plus complètement irréaliste. Toute la richesse, toute la difficulté de la prise en charge de ces jeunes est qu'ils ont besoin d'accompagnement et de solutions individualisées. Mythe numéro 3, tous les élèves à haut potentiel sont des génies et deviendront des adultes exceptionnels. Cette confusion tenace est presque aussi dangereuse que son revers. Cet élève n'est pas un génie, ce n'est donc pas un haut potentiel. Elle provient d'une simplification grossière d'un concept assez complexe à définir. Le génie est situé à la conjonction de plusieurs facteurs, l'hérédité, l'environnement, le travail et la chance, et correspond à une partie infime de la population. Pour simplifier, un professeur a des chances de croiser plusieurs hauts potentiels au cours d'une année scolaire, un ou deux s'il a une seule classe. Mais il peut passer sa carrière tout entière sans jamais croiser un individu qu'on pourrait qualifier de génie. La deuxième partie de ce mythe dépend d'une confusion entre un potentiel et son actualisation. Ce n'est pas parce qu'on est capable en théorie de faire quelque chose qu'on y parvient forcément. C'est là que l'accompagnement et l'éducation jouent tout leur rôle. Ça dépend aussi d'ailleurs de la définition qu'on donne au terme d'exceptionnel. Un adulte exceptionnel sera-t-il défini par sa réussite sociale et économique, par sa contribution à l'intérêt général, par son épanouissement personnel? C'est seulement ce dernier point qu'on doit essayer de garantir aux élèves à haut potentiel, mais à tous leurs camarades également. Il est vrai que les élèves à haut potentiel ont tendance à s'engager dans des domaines en lien avec la créativité et l'innovation, ou à se mettre au service de l'intérêt général, et cette tendance pourrait être encouragée chez eux. Mais tous les grands bienfaiteurs de l'humanité n'étaient pas des élèves à haut potentiel, et tous les élèves à haut potentiel ne deviendront pas de grands bienfaiteurs de l'humanité. Il devrait suffire de permettre à chacun de suivre sa voie, haut potentiel ou non. Mythe numéro 4, les élèves à haut potentiel sont les premiers de la classe. C'est une erreur extrêmement courante sur laquelle on retombe sans arrêt. Si l'on définit comme les premiers de la classe des élèves performants dans tous les domaines, qui ont des bonnes notes et adorent l'école, cette définition a autant de chances de s'appliquer à des élèves sérieux, travailleurs et adaptés à la norme, ce qui est très bien, qu'à des élèves à haut potentiel, parce qu'il est vrai, il y en a qui correspondent aussi à cette définition. Beaucoup d'élèves à haut potentiel associent en effet de grandes forces dans certains domaines, avec des performances moyennes, voire faibles dans d'autres. C'est quand leurs performances sont globalement et durablement en deçà de leurs capacités qu'on pourra parler de sous-performance, un problème assez courant auquel il est crucial d'apporter des solutions. Les résultats, chiffrés ou non, aux évaluations proposées en classe ne sont pas des indicateurs plus fiables. Parmi les nombreux traits associés au haut potentiel, on en trouve en effet beaucoup qui peuvent directement impacter leur réussite. Par exemple, on peut citer la capacité à résoudre certains problèmes de manière intuitive, qui dispense les élèves d'acquérir les méthodes et les habitudes de travail qui leur manquent ensuite, ou la difficulté à comprendre certaines consignes, en particulier celles qui semblent les plus simples, ou même la sensibilité extrême au contexte classe ou à la relation avec le professeur. Il faut ainsi être attentif aux résultats en dents de scie d'une évaluation ou d'une année sur l'autre, qui peuvent être des bons indicateurs. Notons par ailleurs que certains EHP ont de très bons résultats scolaires et semblent très bien adaptés, mais souffrent intérieurement du manque de stimulation ou du décalage avec leurs camarades. Quant au fait d'aimer l'école, c'est souvent vrai au départ, mais des déceptions peuvent apparaître en cours de route, notamment lors du passage dans le secondaire. C'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant, puisque des difficultés durables d'adaptation peuvent entraîner des décrochages à différents moments de la scolarité. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que beaucoup d'élèves à haut potentiel sont très épanouis à l'école, notamment lorsqu'ils disposent d'un solide réseau de camarades et qu'ils apprennent avec des enseignants de qualité. Le haut potentiel n'est à lui seul synonyme ni d'échec, ni de réussite scolaire. Mythe numéro 5,
Les élèves à haut potentiel sont naturellement hautains et suffisants, pourquoi en rajouter? Cette généralisation est évidemment absurde. Pour certains EHP, le sentiment de décalage et de différence avec leurs camarades et le monde qui les entoure peut effectivement entraîner des difficultés dans la construction de l'identité et de l'estime de soi. Ils peuvent alors être amenés à projeter une image de supériorité pour tenir les autres à l'écart et protéger leur ego fragile. Cette impression peut également provenir d'une difficulté à intégrer un certain nombre de codes sociaux. Ainsi, une expression d'individualité passera pour une expression de supériorité. Parmi ces codes, la hiérarchie entre les enfants et les adultes ou entre les élèves et les professeurs est particulièrement problématique. Pour finir, certains jeunes et adultes à haut potentiel sont effectivement hautains et suffisants, mais ces défauts ont autant de chances d'être liés à leur éducation qu'à leur spécificité cognitive et émotionnelle. Une crainte souvent associée à ce mythe est que l'identification du haut potentiel d'un jeune puisse gonfler son ego au point de le rendre insupportable. Alors, coller une étiquette de haut potentiel sans autre explication peut avoir des conséquences imprévisibles et n'a d'ailleurs pas grand sens. Mais il est beaucoup plus probable que l'identification soit motivée par des difficultés et vienne y apporter un début de réponse. Dans ces conditions, le bénéfice qu'on peut tirer d'une aide à la compréhension de ce qui pose problème est bien plus grand que le risque d'un éventuel déséquilibre du caractère. Mythe numéro 6, les élèves à haut potentiel s'en sortent très bien tout seuls, il faut réserver les moyens aux élèves qui en ont vraiment besoin. Ce mythe est le plus dangereux de tous. Une majorité d'élèves à haut potentiel s'en sort effectivement très bien. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps, l'intelligence est un avantage plutôt qu'un handicap. Mais un grand nombre d'élèves à haut potentiel souffrent d'inadaptations diverses face à un système qui est conçu pour un élève normal ou moyen, assez difficile à cerner d'ailleurs, et qui s'occupe assez mal des élèves qui sortent du cadre. En France, les études manquent pour quantifier exactement l'ampleur du phénomène, mais il est indéniable qu'il existe. Indépendamment des troubles associés qui peuvent ou non venir s'y ajouter, ces difficultés engendrent des souffrances multiples et évitables. Elles peuvent même mener à un décrochage complet du jeune et à une déscolarisation qui, même si ça me fait de la peine de l'admettre, est parfois la meilleure car la seule solution. Cette extrémité est d'autant plus désolante qu'elle n'est souvent adoptée qu'après un long et douloureux parcours au sein du système traditionnel. Si l'on en vient à la répartition des moyens, rappelons tout d'abord que ceux-ci existent. Des sommes considérables sont déployées pour financer des projets autrement moins pertinents que la prise en charge des élèves à haut potentiel. Pour ceux qui l'ignorent, l'Éducation nationale a dépensé depuis 2007 la somme de 400 millions d'euros pour mettre en place un système de gestion des ressources humaines qui a finalement été abandonné en 2018 sans jamais avoir été déployé. Les moyens existent. D'autre part, la mise en concurrence des besoins des élèves devrait être inimaginable dans un système éducatif cohérent et juste. Ajoutons que si elles étaient menées intelligemment, avec suffisamment de moyens et de formation, beaucoup de mesures favorables aux élèves à haut potentiel pourraient avoir des effets bénéfiques beaucoup plus larges, notamment en favorisant le décloisonnement des niveaux et en apportant une émulation positive qui manque trop souvent dans les classes. Si l'on se résume, voilà les idées avec lesquelles vous devriez repartir. 1. Le haut potentiel existe et correspond à une réalité vérifiée par la recherche. 2. Le haut potentiel est une réalité complexe et les élèves qui en relèvent ont des profils et des besoins différents. 3. Le haut potentiel n'est pas synonyme de génie et ne prédit pas des performances spectaculaires. 4. Certains EHP, mais pas tous, ont des difficultés scolaires, ont des mauvaises notes et ont une relation difficile avec l'école. 5. L'image de hauteur que renvoient certains EHP peut être trompeuse. L'identification du haut potentiel a des conséquences positives sur l'estime de soi des EHP en difficulté. 6. Certains élèves à haut potentiel ont besoin d'aide et d'accompagnement, au même titre que tous les élèves à besoins particuliers. Un système qui ferait une véritable place au haut potentiel serait bénéfique pour le plus grand nombre. Faut bien avouer que ces idées ne sont pas nouvelles, mais elles peinent à s'ancrer dans la conscience collective. C'est maintenant à vous de les rappeler et de les diffuser à tous ceux qui veulent bien les entendre, et même aux autres. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager ces vidéos aussi largement que possible. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, me soutenir sur Utip et aller visiter mon site internet. À bientôt!